Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast en collaboration avec le Club Suisse de la Presse et la Swiss Diplomacy Student Association. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur M. Pascal Chiarini pour qu'il réponde aux questions que nous lui avons posées et à celles des intervenants. Donc, je vous laisse vous présenter d'abord. Oui, bonjour, Pascal Chiarini, je suis professeur de sciences politiques spécialisé en politique suisse et actuellement doyen de la faculté des sciences de la société. Très bien. Quelque chose qu'on remarque récemment, on va dire depuis quelques années, dans la politique mondiale, que ce soit en Suisse ou dans le reste de l'Europe, c'est qu'on a l'impression que le discours devient de plus en plus polarisé. On a l'impression que les opinions sont de plus en plus extrêmes, que les prises de parole sont de plus en plus virulentes. Est-ce que vous trouvez que le discours se polarise en Suisse ? Oui, ce n'est pas qu'une impression. Il y a une polarisation assez généralisée en Suisse et dans les autres pays démocratique. C'est particulier en Suisse parce qu'on a cette image d'un pays consensuel qui reste consensuel, où il y a une recherche de consensus, mais en réalité, c'est un des pays qui a connu la plus forte augmentation de polarisation au cours des 30 dernières années. Et ça se manifeste au niveau politique, au niveau du système de partis, avec cet UDC très à droite et ce PS très à gauche, étant les deux au gouvernement, étant les deux plus grands partis de Suisse. Et ça, c'est assez inédit. C'est pour ça que la polarisation est très marquée en Suisse. Les positions sont très opposées et en plus elles sont portées par des partis qui sont puissants dans l'arène politique. Vous diriez qu'elle est plus accentuée que dans les autres pays européens ? Je dirais pas qu'elle est plus accentuée, mais elle se manifeste de manière un peu différente parce que on est le seul pays dans lequel les deux partis au pôle de l'échiquier politique sont au gouvernement. Et ça, c'est assez inédit dans une cartographie générale. Et c'est ce qui fait qu'on a cette impression d'une polarisation très grande. C'est pas forcément que les positions sont plus tranchées qu'ailleurs. Elles sont très tranchées, mais elles sont peut-être pas plus tranchées qu'ailleurs. Mais elles sont portées par deux partis qui sont des grands partis. Ailleurs, en Europe, on a une grande polarisation, mais c'est souvent porté par des partis plus extrêmes qui sont aussi plus marginaux. Très bien. Vous l'avez mentionné, l'UDC, c'est le premier parti de Suisse et c'est un parti qui a non seulement sa place au Parlement, mais aussi au gouvernement. Quelle place joue l'UDC pour vous dans l'échiquier politique suisse ? La plupart de nos participants ont répondu qu'elle joue une place centrale, vu que c'est un parti politique qui représente toute une catégorie, disons, assez marginalisée de la population, surtout dans les zones rurales. Qu'est-ce que, selon vous, l'UDC représente pour le pays ? Alors, d'un simple point de vue arithmétique, l'UDC représente beaucoup, puisque c'est le plus grand parti de Suisse, avec près de 30% des voix au Conseil national. Par ce simple fait, c'est un parti qui compte énormément, en tout cas dans l'arène partisane. Après, c'est à nuancer. Dans l'arène parlementaire, l'UDC n'est pas si importante que ça, parce qu'elle est très dure dans ses positions, elle défend des positions extrêmes et donc elle est souvent minorisée en réalité. Donc dans le jeu politique, on a pu le montrer dans différentes études que j'ai pu conduire, c'est pas l'UDC qui compte le plus, paradoxalement. C'est le plus grand parti, c'est celui qu'on entend le plus, c'est celui dont on parle le plus, c'est le plus fort, clairement, d'un point de vue strictement partisan, arithmétique, mais en réalité, en tant que pouvoir politique, ce n'est pas le parti le plus puissant en Suisse. Oui, parce que notamment, un de nos participants avait répondu que certes, 30% de la population vote pour l'UDC, mais il y a quand même 70% qui ne votent pas pour ce parti. Donc au final, on a l'impression d'un parti qui domine l'échiquier politique, mais il reste d'une certaine manière marginal. Marginal ne serait pas le bon terme, mais il n'est pas aussi puissant qu'il en a l'air. Et effectivement, il y a 70% qui ne vont pas à l'UDC, et souvent dans les coalitions qui se font au Parlement, l'UDC se retrouve un peu seul contre tous. Alors, et c'est aussi le cas pour le PS parfois, on a des alliances de droite modérée avec l'UDC contre la gauche, PS et écologistes, mais c'est maintenant assez fréquent que l'UDC n'arrive pas à se mettre d'accord avec ses partenaires de droite, et ses partenaires de droite vont plutôt aller chercher des coalitions avec la gauche. Et c'est pourquoi l'UDC est minorisée, et dans les votes au Parlement, par exemple, l'UDC est vraiment pas très souvent dans la coalition victorieuse, moins souvent que le PLR ou le Centre, qui sont des partis de droite plus modérés. Très bien. Alors, une question qui est assez virulente et qui fait réagir beaucoup les personnes, c'est est-ce que l'UDC peut être considéré comme un parti d'extrême droite ou alors est-ce qu'on peut seulement la décrire comme de droite conservatrice ? La plupart de nos participants ont répondu que même si l'UDC a des avis qui sont plutôt extrêmes,
La plupart d'entre eux ne pouvaient pas la qualifier de parti extrémiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut affirmer ça? Je partage l'avis de ces personnes que vous avez interrogées. L'UDC est certainement un parti de droite, on appelle ça une droite radicale ou une droite dure. Je ne dirais pas que c'est un parti d'extrême droite, même si dans le jargon ou dans le discours politique, vous entendrez des gens typiquement de gauche dire que l'UDC est un parti d'extrême droite. Selon nos définitions en sciences politiques, un parti d'extrême droite est un parti qui remet en cause la démocratie, qui remet en cause l'ordre établi, qui veut prendre le pouvoir et qui veut imposer un pouvoir autoritaire. Ce n'est pas le cas de l'UDC. L'UDC respecte absolument les institutions, elle joue le jeu démocratique, elle lance des initiatives, elle lance des référendums, elle se fait élire, mais elle n'a jamais eu la prétention de durcir les politiques au point de prendre le pouvoir comme on le connaît dans d'autres pays. Pensez maintenant aux États-Unis où on a ces dérives autoritaires. Ce n'est pas quelque chose que l'on connaît avec l'UDC. Donc parti de droite radicale, certainement, avec une radicalisation du discours en matière migratoire, par exemple, un accent, une rhétorique identitaire, souverainiste, certainement, et puis des liens avec d'autres partis qui sont aussi de droite dure, voire parfois d'extrême droite ailleurs en Europe. Mais fondamentalement, c'est difficile pour moi toujours de dire que c'est un parti d'extrême droite parce qu'il y a ce respect des règles démocratiques. Très bien. Alors, vu qu'on peut le qualifier de parti de droite radicale uniquement, est-ce que, par contre, vous pourriez dire que c'est un parti qui est populiste? Parce que la plupart de nos participants ont répondu que, bien qu'on ne puisse pas le qualifier d'extrême, c'est un parti qui a des caractéristiques populistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis à nouveau d'accord. C'est un parti national, conservateur, populiste, de droite radicale, populiste. Ça, je pense que c'est indéniable. L'UDC joue beaucoup ce jeu du peuple contre les élites. Se pose facilement en défenseur du peuple et parfois même du petit peuple contre les élites qui même parfois sont présentés comme étant corrompus. Et ça, c'est typique du discours populiste. Par exemple, l'UDC, si elle pouvait, elle jouerait beaucoup plus le jeu de la démocratie directe, donc elle en appellerait au peuple, et puis elle affaiblirait le Parlement si elle le pouvait, parce que le Parlement, c'est un peu l'organe intermédiaire, elle aimerait bien pouvoir parler directement au peuple. Et ce lien direct, peuple-élite, c'est typique du discours populiste. Très bien. Alors sur ça, je vais vous faire réagir à la première question. C'est tout simple, mais j'aimerais bien qu'ils redéfinissent le terme populiste. Alors que je redéfinisse le terme populiste, moi je crois que je viens de le faire. Le populisme, je dirais que la marque de fabrique, c'est cette idée d'en appeler au peuple, de se poser comme le défenseur du peuple contre les élites qui seraient potentiellement corrompues et en tout cas qui n'écouteraient plus le peuple. Et c'est vraiment cette idée-là, d'en appeler au peuple. Alors, il faut bien voir une chose, on peut être populiste de droite ou de gauche. Le populisme n'est pas réservé aux partis de droite. Vous avez aussi des partis populistes de gauche. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'en soi, le populisme n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il laisse, il y a un excès de populisme et qu'on en vient, en recourant à ces stratégies populistes, à gommer tout le rôle des pouvoirs intermédiaires, des arènes institutionnelles, des partis politiques, pour faire simplement se positionner comme étant les seuls garants du peuple et de la volonté populaire. Ça, c'est le problème. Très bien. Est-ce que vous direz que l'UDC est comparable aux autres partis qu'on retrouve en Europe? Je pense notamment au Rassemblement national ou bien à l'AfD en Allemagne ou encore à Fratelli d'Italia. Est-ce qu'il y a des corrélations ou bien... Oui, il y a des ressemblances. Après, il faut peut-être dire deux choses. La première, les partis populistes ou les partis de droite radicale eux-mêmes ne sont pas forcément... Il n'y a pas une image globale du parti. Je veux dire par là, vous pouvez trouver certainement dans l'UDC des extrémistes de droite, comme vous trouvez au RN en France des extrémistes de droite, mais peut-être que le parti en lui-même, en général, il est un peu plus modéré. Donc il y a déjà cette différence entre les personnes qui composent le parti et le parti. Ensuite, le parti peut évoluer. Le Rassemblement national est parti du Front national, qui était clairement un parti d'extrême droite, raciste, antisémite, et sous l'influence de Mme Le Pen, c'est un peu modéré, un peu, pas fondamentalement, mais un peu modéré. Elle a essayé de rendre le parti plus fréquentable pour augmenter sa base électorale. Donc un parti de droite dure,
il a aussi des variations dans le temps. Il peut partir d'un niveau très extrême pour se moderniser, pour se modérer, mais il peut aussi faire l'inverse, c'est partir d'une position plus modérée pour se radicaliser. L'UDC, il y a 30 ans, était un parti de droite conservateur modéré. Et après, il a eu une transformation sous l'égide de Christophe Blocher et autres, et il s'est vraiment un peu radicalisé pour adopter des positions beaucoup plus dures en matière d'asile, d'immigration, d'intégration européenne, de souveraineté, de sécurité, etc. Donc voilà, la réponse, elle doit être nuancée, comme toujours dans ce domaine, mais il y a certainement des familiarités, on va dire, et des ressemblances dans le discours, clairement, entre l'UDC, le RN en France, Fratelli d'Italia, le FPE en Autriche, l'AfD en Allemagne, certainement. Très bien. Vous l'avez soulevé avant, un tiers des Suisses votent pour l'UDC. Une question qu'on a voulu se poser et qu'on a demandé à nos participants, c'est est-ce que vous trouvez qu'un parti qui récolte un tiers des voix peut encore être considéré comme extrémiste? Est-ce que ça... Alors d'abord, ce n'est pas un tiers, hein, c'est 29 et quelques %. Et c'est important parce qu'il y a une barre symbolique en Suisse. Aucun parti n'a franchi la barre des 30 % au Conseil national depuis l'introduction du système proportionnel en 1919. C'est un peu le plafond de verre. On verra si aux prochaines élections, peut-être l'UDC le dépasse, mais jusqu'à maintenant, c'est un peu moins de 30 %. Pour moi, la taille du parti n'a pas à voir avec sa qualification d'extrémiste ou pas. On peut être un parti dont le discours, le programme est extrémiste. Si ce programme plaît à 30 ou 35 % ou 40 % de la population, il n'empêche pas que ce parti peut rester un parti d'extrême droite. Je ne dis pas que c'est le cas de l'UDC, encore une fois, hein, mais ce n'est pas la taille du parti qui va caractériser son profil. Cela étant, il est vrai que jusqu'à maintenant, les partis d'extrême droite ont toujours été des partis plutôt minoritaires, marginaux. Et ça, c'est la grande évolution dans le monde occidental au cours des 20 dernières années. C'est cette montée en puissance des partis de droite radicale, pour pas dire des partis d'extrême droite. Très bien. Alors sur ça, je vais vous faire réagir à la deuxième question. Elle est un petit peu précise, donc vous aurez peut-être pas les données nécessaires, mais... Assez envie finalement d'avoir des indicateurs qui nous permettent de voir sur l'ensemble du XXe siècle, peut-être 10 ans par 10 ans, quel était le taux de vote des gens, pour voir finalement si réellement, statistiquement, on peut dire qu'au-delà d'un certain pourcentage de gens qui votent à droite, on se trouve dans un basculement vers un autre système, un autre temps, une guerre. Assez envie finalement de... Alors la question pour moi, il faut la spécifier un peu. Je reviens à la réponse à votre question précédente. Ce n'est pas la taille du parti qui va dire que ce parti ne peut plus extrême parce qu'il fait 30 % des voix. Ce qui est plus important pour moi, c'est de savoir est-ce que ce parti prend le pouvoir ou pas. Parce que s'il prend le pouvoir et qu'il est à ce moment-là en mesure d'imprimer à l'ensemble du système politique ses idées nauséabondes, éventuellement, mais en tout cas ces idées plus dures, et peut-être il va aller remettre en cause le rôle des tribunaux, il va affaiblir le Parlement, il va renforcer le pouvoir exécutif. Si on a ce mouvement vers un régime illibéral ou autoritaire, comme on le connaît aujourd'hui aux États-Unis, comme on le connaît aussi en Hongrie, là on est dans une situation où le fait que ce parti soit puissant l'amène à être capable d'être au pouvoir et d'influencer de l'intérieur la politique. Et là, on devient vraiment dans un système qui peut devenir un système autoritaire, illibéral, comme on le connaît aujourd'hui. On a aussi demandé aux participants qu'est-ce qu'ils pensaient non seulement de l'état de la politique en Suisse, mais aussi en Europe. On peut voir qu'il y a, comme vous l'avez dit précédemment, une sorte de polarisation et d'extrémisation du discours dans la politique européenne et plus largement dans le monde occidental. La plupart des personnes ressentent un sentiment de danger ou bien d'exclusion ou d'inquiétude face à cette situation. Comment est-ce que la Suisse elle se situe dans ce paysage? Est-ce qu'elle a une carte à jouer? Est-ce qu'elle est dépendante de la politique européenne? Comment est-ce que ça va nous affecter selon vous? Réponse en deux temps. L'évolution que l'on voit dans le monde occidental, il est effectivement inquiétant. Quand on s'aperçoit que dans pas mal de pays, ces partis de droite durs, parfois même frôlant avec l'extrême droite, montent en puissance dans beaucoup de pays, et ça c'est clairement inquiétant. En Suisse, c'est quand même très particulier, parce qu'on était un peu à l'avant-garde.
L'UDC est au niveau européen le parti qui s'est droitisé le plus tôt, ou pour le dire différemment, qui est monté en puissance grâce à cette droitisation et qui est devenu le plus grand parti du pays, bien avant que ce soit le cas d'autres pays. Le RN en France est maintenant le plus grand parti, mais ça fait seulement 1 ou 2 ans que c'est le cas. Donc on était des précurseurs et l'UDC s'est maintenu, ça c'est l'autre particularité. En Autriche, on a eu le FPE dans les années 90 qui était également très fort, mais il est retombé très vite. La particularité, c'est que l'UDC est au pouvoir et garde cette puissance. Cela dit, on a des garde-fous en Suisse. On a des garde-fous qui font que ça limite le potentiel de risque d'une dérive autoritaire. Parce que l'UDC ne peut pas gouverner seul. Je l'ai évoqué tout à l'heure, bien qu'étant le plus grand parti, il doit faire avec les autres partis, il doit composer des majorités au Parlement pour pouvoir être entendu. Il y a éventuellement la démocratie directe que l'on peut mobiliser si on veut s'opposer à une initiative UDC. Donc il y a des mécanismes, il y a le fédéralisme qui diffuse le pouvoir. On a un système institutionnel qui, à mon avis, réduit le risque d'une prise de pouvoir de la part d'un parti de droite radicale populiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer à progresser, et bien sûr plus il progresse, plus il aura du poids, mais de là à prendre le pouvoir et à imprimer seul ses idées au pays, ça n'existe pas. Et est-ce que vous pensez que le fait que ces partis soient en pleine ascension dans le reste de l'Europe, ça peut nous porter préjudice? Je pense notamment aux accords bilatéraux qui reviennent récurremment dans le discours politique. Est-ce qu'une espèce de retour au protectionnisme et au nationalisme en Europe, ça pourrait impacter négativement la Suisse? Pour moi, ça, c'est une autre question. C'est la question des accords bilatéraux. Si la Suisse ne ratifie pas ce 3e paquet d'accords, on aura des sérieux problèmes économiques à terme. Ce n'est pas évident que ça ait des conséquences sur la force des partis dans le pays. Un élément que j'aimerais encore ajouter pour compléter ma réponse précédente, ce qui est très important en Suisse, c'est le partage du pouvoir au niveau de l'exécutif également. Le fait qu'au Conseil fédéral, l'UDC soit un parti parmi 4 et qu'il n'ait que 2 sièges sur 7, limite évidemment son pouvoir de nuisance, s'il faut l'appeler comme ça. Ça, c'est un point important. Les accords bilatéraux, il y aura des conséquences, mais je ne vois pas a priori des conséquences directes sur les rapports de force et sur l'avenir du pays quant au risque d'une dérive autoritaire. Très bien. Je vais vous faire réagir à présent à la 3e question. La polarisation, en tout cas, de l'espace politique est de plus en plus amenée, en tout cas, à se concrétiser. Est-ce qu'on ne verrait pas une restructuration totale de nos institutions, un petit peu à l'américaine? On a vraiment 2 blocs et plus du tout de discussion. Ça va être purement des jeux de pouvoir, des jeux où, en fait, la majorité va avoir un diktat. Si la polarisation... La majorité va... Il y a plusieurs choses dans la question, mais un point qui me semble important, si on se tient à la Suisse cette fois-ci, et au jeu politique et comment ça fonctionne. Si ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, malgré la montée en puissance de l'UDC, malgré la réponse à gauche et donc cette polarisation accrue entre les 2 pôles, si ça a bien marché, c'est qu'on a réussi à conserver d'autres partis suffisamment forts pour servir un peu de tampon, si j'ose dire. Et là, j'ai une inquiétude pour la Suisse. Je l'exprime dans mon livre, dans la conclusion de mon livre. Le risque, c'est si ces partis qui sont aujourd'hui ceux qui font la politique, parce que paradoxalement, c'est ni l'UDC ni le Parti socialiste qui font la politique en Suisse aujourd'hui. En tout cas, si on prend le nombre de lois qui sont votées, le plus souvent, les 2 partis qui sont dans la coalition gagnante, c'est le Centre et le PLR. Or, ces 2 partis n'arrêtent pas de perdre du poids électoralement depuis 30 ans maintenant. Et la question qui se pose selon moi, et c'est là où je vois un risque, est-ce qu'il y aura un jour où ces 2 partis seront tellement faibles qu'ils ne pourront plus à eux seuls, plus à un autre parti, assurer des coalitions gagnantes. Et à ce moment-là, ce sera un jeu, est-ce que c'est la gauche ou la droite qui l'emporte, et plus des positions plus modérées, parce que celles-ci auront été tellement affaiblies qu'elles ne pourront plus faire la politique. Et là, on pourrait avoir effectivement un souci, parce que la polarisation sera telle qu'on pourrait avoir des blocages. Présent. La 4e question qui est aussi dans ces eaux-là. Est-ce que le scénario d'aujourd'hui
pourrait aboutir à une bascule ou à un changement radical du paysage suisse ou européen? Et est-ce que ce changement radical aboutirait à une crise, voire à une guerre? Bon, là, je pense qu'il faut vraiment distinguer le cas de la Suisse du cas des autres pays. Si on prend notre voisin le plus proche, la France, si en 2027, le RN arrive au pouvoir présidentiel, que ce soit par Mme Le Pen ou par M. Bardella, là, on aura vraiment un changement assez révolutionnaire, on va dire. On va avoir une rupture très marquée parce que si, arrivé au pouvoir, ils mettent en œuvre le programme du parti, on aura vraiment une rupture par rapport aux 50 dernières années, en France en tout cas. Pour la Suisse, je crois que les institutions font qu'il y a comme j'ai un peu expliqué ça tout à l'heure, on a des garde-fous qui font que ça limite le risque d'une prise de pouvoir d'un parti de droite radical seul. C'est presque inconcevable en Suisse. Ce qui pourrait par contre arriver, c'était ma réponse à la précédente intervention, c'est un moment où la droite dure est très forte, la gauche par réaction est très forte aussi, et puis le centre droit, la droite modérée est affaibli, et alors on pourrait arriver plutôt à des problèmes de blocage. C'est-à-dire qu'on ne va plus arriver à trouver des solutions qui sont suffisamment soutenues largement pour pouvoir passer le cap du Parlement et le cap référendaire, parce qu'on a ce cap-là en plus en Suisse dont il faut tenir compte. Ça, ce serait pour moi le principal risque. Mais je ne vois pas de risque de dérive autoritaire par une prise de pouvoir d'un parti comme l'UDC. Ni en Suisse, ni en Europe? En Europe, oui. J'ai évoqué le cas de la France. C'est un cas qui n'est pas du tout hypothétique, hein, qui est hypothétique, mais qui est plausible. La Hongrie, c'est déjà le cas. On a vu des situations en Pologne où c'était déjà le cas aussi, dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique. Donc le risque, il existe. Et il existe, alors on le voit tous les jours malheureusement aux États-Unis. On a ce risque-là. Mais en Suisse, je pense que le risque est plus limité. Très bien. Donc pour vous, le cas des États-Unis serait le cas le plus, on va dire, le plus avancé d'un potentiel conflit ou bien d'une dérive autoritaire au sein même d'un pays? Disons, ce qui fait peur avec le cas américain, c'est que c'était un petit peu le symbole de la démocratie. C'était un peu l'exemple, y compris historique, de la démocratie. Or, on voit que dans un pays que l'on pensait super blindé contre une dérive autoritaire, où on pensait qu'il y avait des fameuses checks and balances, donc ces contre-pouvoirs qui limitaient, même si on avait un président d'une couleur, le Congrès pouvait être d'une autre, et donc et la Cour suprême peut jouer aussi un rôle. Donc on pensait qu'il y avait des pouvoirs qui se contrôlaient mutuellement. Et là, depuis que Trump 2 est arrivé, on a l'impression que tout ça s'est écroulé à une vitesse folle et qu'il a imprimé une prise de pouvoir autoritaire comme jamais on aurait pu l'imaginer. C'est dangereux pour non seulement la démocratie, mais pour la cohésion du système international? Vous voyez ce qui se passe ces derniers jours, précédemment à Gaza, maintenant en Iran. Ça fait peur. Il n'y a tellement plus rien qui tient, et il y a tellement plus de respect des règles, notamment du droit international public, qu'on ne peut plus prétendre qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle guerre à grande échelle, par exemple. Très bien. Quelque chose qu'on observe en ce moment de plus en plus, c'est que des figures féminines, cis, à la tête ou bien à l'intérieur de partis qu'on peut qualifier de droite radicale. C'est quelque chose quand même d'assez révolutionnaire parce que c'est historiquement des partis qui sont plutôt contre l'émancipation des femmes. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas, non seulement avec cette montée des extrêmes, aussi une sorte de révolution féminine, d'une certaine manière, avec, par exemple, je pense à Giorgia Meloni ou à Madame Le Pen ou à Alice Weibel. Comment interpréter la place des femmes en fait dans ces partis? Oui, c'est un phénomène intéressant. C'est un peu comme si ces partis, pour assurer leur montée en puissance, avaient aussi eu besoin de faire plus de place aux femmes, parce que c'est vrai, le discours de ces partis, le programme de ces partis n'a pas grand-chose à voir avec un programme qui promeut l'égalité homme-femme, qui promeut la diversité, tout au contraire.
Et d'ailleurs, historiquement, il y a toujours plus d'hommes qui votent pour ces partis de droite, et ces partis de droite sont généralement dirigés par des hommes. Et on a vu effectivement depuis quelque temps maintenant cette évolution, et des femmes qui étaient plutôt au deuxième plan commencent à passer au premier. Ça répond peut-être à une stratégie électorale de vouloir donner, parce que malgré tout, l'image d'une femme au pouvoir, ça rassure un peu davantage, ça donne un peu une impression de plus de modération. Et donc je pense que ça participe à ces volontés de rendre ces partis plus fréquentables et donc d'élargir de ce fait leur base électorale. Très bien. Parmi les participants, certains répondaient que c'était une sorte d'émancipation d'une quelconque manière de la femme, où la femme prend de plus en plus de place dans la politique, où on normalise la place de la femme dans la politique et dans tous les partis. D'autres soulèvent que ce serait peut-être une sorte de manipulation, une stratégie marketing, ou bien une manière pour ces partis de se dédiaboliser en mettant à leur tête une femme. Et la plupart des gens soulèvent même que c'est une contradiction, que ce sont des femmes qui prêchent des valeurs traditionnelles, alors que le fait qu'une femme fasse de la politique, c'est contre les valeurs traditionnelles, on va dire, judéo-chrétiennes de la femme. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Alors, je répète, effectivement, je pense que ça participait d'une volonté de dédiabolisation, comme vous dites, de ces partis, donc d'arrondir un peu les angles, de donner une image un peu plus modérée, de façon à élargir la base électorale. C'est contradictoire, en effet. C'est contradictoire par rapport aux valeurs que prônent ces partis. Maintenant, bon, il faut de tout pour faire un monde, et parfois s'il y a des femmes qui se reconnaissent dans ce discours-là et qui sont prêtes non seulement à le soutenir, mais à le porter, à l'incarner, tant mieux pour le parti. Très bien. Je vais vous faire réagir à la dernière question d'une participante concernant justement la place des femmes dans ces partis. Vous y avez plus ou moins déjà répondu, enfin, on vient de l'évoquer à l'instant, mais je vais quand même vous la montrer. Moi, j'aimerais plus approfondir la question justement des femmes dans ces partis. J'aimerais savoir si justement c'est une stratégie ou si c'est juste aussi une évolution, entre guillemets, de la femme. Est-ce que c'est juste un peu une évolution de la société ? Est-ce que c'est juste une évolution de la société ou est-ce que c'est une stratégie de ces partis ? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est clairement une stratégie des partis, mais je pense qu'il y a aussi une évolution qui fait que une proportion plus ou moins grande de femmes se reconnaissent dans ce discours et dans ces programmes qui a priori semblent plutôt conservateurs, plutôt passéistes et pas tellement en leur faveur, mais ça a l'air de plaire en tout cas à certaines femmes. Très bien. Comment est-ce que vous interprétez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un retour à l'autoritarisme, justement presque un siècle après un conflit qui a détruit l'Europe et même le monde à grande échelle ? Comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, on répète, on va dire, cette histoire et que ces discours extrêmes et radicaux plaisent de nouveau aux gens ? Vaste question. Alors d'abord, c'est vrai qu'on observe un peu un caractère cyclique. Si vous évoquez la Seconde Guerre mondiale, on pourrait revenir à la Première, mais aussi aux années 30. On a déjà eu au cours du XXe siècle ces poussées autoritaires, et elles ont débouché sur 2 guerres mondiales. Je crois que l'erreur qu'on a faite un peu tous et toutes, c'était de croire, avec l'écroulement du bloc soviétique, que la démocratie était définitivement le système qui allait s'imposer. Il y a eu un célèbre auteur qui a écrit la fin de l'histoire en prétendant que le modèle américain avait gagné, la démocratie avait gagné. Et clairement, on voit maintenant depuis 5, 6, 10, 20 ans que ce n'est pas le cas et on a ces poussées-là. Alors il y a des raisons qui expliquent probablement ces poussées, mais là, il me faudrait vraiment pas mal de temps pour les développer. Je pense une raison, selon moi, importante, c'est quand même cette idée des effets négatifs de la globalisation qui ont poussé une partie de l'électorat dans un camp qui se voit comme étant perdant et qui cherche refuge dans un discours nationaliste, protectionniste, isolationniste, en pensant se protéger de cette interdépendance croissante. Et ça, je pense que ça a été théorisé, ça a été démontré empiriquement. Je pense que ça, c'est un facteur important. Donc il y a un terreau au sein de la société, que ce soit parmi le monde paysan, parmi une partie de la classe ouvrière, parmi la petite classe moyenne qui se sont déclassées, défavorisées.
il y a un terreau sociologique, en tout cas, pour un soutien à ces partis de droite populiste, de droite radicale. Et après, ces partis, ils sont là, et puis plus leur discours fonctionne, et plus ils en remettent une couche, parce que ça marche, donc on ne va pas s'arrêter. Et je pense que ça, c'est un facteur important, ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un facteur qui joue un rôle. Très bien. Alors, notre interview avec le professeur Charini touche à sa fin. Merci d'avoir visionné cet épisode et merci à Monsieur Charini d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et on se retrouve le 30 avril pour la conférence sur la place des femmes dans les partis populistes.